Le blocus américain contre l'Iran, quelle pourrait en être l'efficacité? Quelle est votre compréhension de cette mesure, alors que des négociations et des discussions sont en cours, et qu'en plein milieu des pourparlers à Islamabad, Donald Trump annonce un blocus contre l'Iran? Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, je tiens à dire que je pense que faire venir Jared Kushner et Steve Witkoff pour affronter les Iraniens à Islamabad, même s'ils gardaient le silence, relevait d'une idiotie absolue. Pourquoi amener à cette réunion, qui avait une certaine crédibilité, certes limitée, mais tout de même, les deux personnes qui ont fait semblant d'être des diplomates, pour tout détruire sans même essayer? Je veux dire, les Iraniens voient très bien qui sont ces deux types. Des menteurs, des trompeurs, des escrocs. Alors pourquoi les amener? C'est la première impression que j'ai eue de toute cette affaire. Et la deuxième, c'est la désinvolture avec laquelle nous avons apparemment traité les 10 points que les Iraniens avaient présentés au monde. Je l'ai reçu tôt parce que Trita Parsi en avait fait une traduction et me l'avait envoyé. L'ordre des éléments était un peu différent, mais le contenu était essentiellement le même. Et sachant parfaitement qu'il n'y avait probablement pas un seul point là-dedans qui intéresse Trump, et certainement pas beaucoup, voire aucun, qu'il accepterait jamais, j'ai dû supposer que ce qui se passait était exactement ce qui s'était déjà produit. Nous allions entamer des négociations, puis les attaquer en plein milieu de ces négociations. Et bien sûr, autant que je puisse en juger, malgré les informations venant de Jérusalem et de Washington à propos du Liban, les Israéliens n'ont strictement rien fait pour l'empêcher. Ils ont même accéléré et intensifié leurs opérations au Liban. Donc, ma question à propos de tout cela, Nima, pour en venir à ta question, c'est que je ne comprends pas ce que nous faisions. Je ne comprends tout simplement pas ce que nous faisions. Maintenant, en ce qui concerne le blocus, je dis la même chose, parce que nous ne bloquons rien du tout. Et apparemment, les attaques limitées que nous avons menées contre l'île de Karg, si on m'a bien informé, je ne sais même pas si nous avons réellement mené ces attaques. Mais c'est ce que j'entends, et je le tiens de source assez fiable. Que devait-il faire? Parce qu'elle n'était pas suffisante pour causer des dégâts significatifs. Était-ce parce que nous ne pouvions tout simplement pas le faire? Ou parce que, comme Trump l'a dit ensuite, peut-être pour se justifier, eh bien, nous n'avons rien fait de vraiment mauvais, mais nous le ferons, en brandissant cela comme une menace. Je ne sais pas. Mais il n'y a aucun contrôle exercé par quiconque d'autre que les Iraniens, et eux-mêmes n'ont pas un contrôle total, même avec les Omanais de l'autre côté qui les aident. Sur le trafic dans le détroit d'Ormuz, il n'y en a tout simplement pas. Il suffit de regarder, et c'est évident. Alors, que cherchons-nous à faire? Nous disons au monde que nous le contrôlons. Nous ne le contrôlons pas. Les Iraniens disent au monde que nous ne le contrôlons pas, mais ils ne font rien de vraiment répréhensible, comme arrêter des navires de guerre ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, je ne sais pas où nous en sommes. Je ne sais pas exactement où nous en sommes, sauf que je vois beaucoup de pétroliers et de navires encore au large du détroit sans le traverser. Et je sais que les économistes me disent que d'ici la fin juin, nous serons en récession, une récession mondiale. Et d'ici la fin août, début septembre, nous pourrions connaître une dépression mondiale. Et je sais que tout ce que Trump raconte sur le fait que nous avons plein de GNL, plein de pétrole et tout le reste de ces absurdités est sans importance. Si le commerce mondial est en quelque sorte paralysé ou même gravement perturbé, alors nous allons avoir d'énormes problèmes. Et cela m'inquiète, parce que je constate le manque de vision stratégique et l'absence d'une véritable stratégie que j'avais déjà remarqué au début de tout cela, le 28 février, n'est-ce pas? Alors que font-ils? C'est ma question.
Et pourquoi ne faisons-nous pas? What are they doing is my question. And why are we doing it? Oui, je pense que Donald Trump avait d'une certaine manière besoin de ces 2 semaines de cessez-le-feu. Je ne sais pas si c'était purement une stratégie militaire, tu vois, à cause de la pénurie ou de ce qui se passe sur le plan défensif de la guerre. Mais ces 2 semaines servent à envoyer plus d'armes à Israël, à envoyer plus de missiles à Israël. Je ne vois pas comment cela peut se produire à grande échelle, parce que nous n'en avons pas. Je veux dire, nous empruntons à nos alliés, le THAAD, des choses comme ça, mais nous ne pouvons pas faire apparaître des Tomahawks par magie. Nous ne pouvons pas inventer ces choses à partir de rien. Et je sais ce que le graphique montrait en termes de pénurie. Et si nous pouvions ou non combler ces pénuries dans un délai raisonnable? Certaines munitions, oui, nous le pouvons, mais les munitions critiques, non. C'est pourquoi on voit Israël tirer très peu sur les missiles iraniens entrants et on voit davantage de missiles iraniens atteindre leur cible et avoir un impact dévastateur. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Vous savez, je suis sur YouTube maintenant. 2 fois déjà, je me retrouve sur YouTube en train de donner des conférences officielles. C'est de l'IA. C'est généré par l'IA. J'ai déposé une plainte auprès de YouTube, mais ils n'ont encore rien fait. Et pourtant, j'y suis toujours. Ce sont de bonnes conférences. Quelqu'un les a écrites et a fait du bon travail. Et je suis censé parler de la principale installation d'eau de Tel Aviv qui aurait été complètement détruite. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je le dis sur YouTube, et je le dis avec un talent incroyable, et tous ces soi-disant faits à portée de main. Si vous regardez, vous verrez bien que ce n'est pas moi. C'est mon image, ma voix, mes gestes, mais apparemment, je fais ça tout le temps. Et je me dis, vous savez, c'est une excellente conférence sur l'installation d'eau d'Eli, si ça s'est vraiment produit. Je dis que sur cette vidéo YouTube, qui a déjà environ 39 000 vues en 1 heure, il est indiqué que Tel Aviv est sans eau potable. Est-ce vrai? Je ne sais pas. J'ai essayé de vérifier avant de passer avec Tucker. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais si c'est le cas, et je ne mets pas cela hors de la portée de l'Iran, qui en serait capable, ils ont déjà démontré ce niveau de précision et ce type de missile dévastateur. Cela pourrait être en train de se produire. Et si c'est le cas et qu'ils n'ont plus d'eau à Tel Aviv, c'est un vrai problème, un problème majeur. En plus, j'ai vu les sondages ce matin. Il est en baisse dans les sondages. Que va-t-il faire maintenant? Va-t-il simplement dire qu'il n'y aura pas d'élection? Pour moi, en ce moment, le Liban et ce qu'il fait au Liban, ce qu'Erdogan a dit qu'il pourrait faire à Netanyahou, je sais qu'il parle beaucoup, et ce que nous avons apparemment dit à Netanyahou pour qu'il arrête, ce qui se passe ailleurs en Israël m'indique que nous avons perdu le fil de tout cela. Et Trump ne sait vraiment pas comment gérer Netanyahou. Point final. Il ne sait pas. Même s'il n'était pas soumis à des influences excessives, comme l'argent de Myriam Adelson et tout le reste, il ne saurait pas quoi faire. As-tu vu l'interview de John Kerry, où on lui a demandé s'il avait déjà eu affaire à Netanyahou? Bien sûr que oui, tu vois, et il a parlé de ce que c'était, mais ils n'ont jamais été aussi accommodants que Trump l'est, avec chaque demande de Netanyahou. Alors, pourquoi ça se produit-il? Eh bien, la suggestion, bien sûr, c'est qu'il y a les dollars d'Epstein et de Myriam, et tout ce qui s'ensuit. Mais je pense qu'il essaie en réalité de mettre un peu de distance entre lui et Netanyahou en ce moment. Et si Netanyahou ne fait pas ce qu'on lui dit de faire concernant le Liban, cette distance va s'accentuer. Qu'est-ce que cela signifie? Nous n'allons certainement pas laisser Israël seul. Je ne le crois pas. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que la situation devient de plus en plus dangereuse à chaque minute, pas meilleure.
Les guerres sont censées, si on est en train de gagner, s'améliorer. Celle-ci devient de pire en pire. Et tout ce que fait Trump, c'est continuer à sortir des choses de son chapeau. And all Trump does is just keep pulling things out of his rear end. Voici le slide on your Larry. By the way, do you Au fait, sais-tu si Cargill a réellement été attaqué de manière sérieuse? attacked in a serious way? Je pense que récemment, non. Juste après le cessez-le-feu, il y a eu quelques rumeurs, mais rien ne s'est réellement passé. Okay. D'accord, c'est bien ce que je soupçonnais. Mais je l'ai revu ce matin, donc, d'accord. Okay. It's not the strength. Vas-y, ouais. Ouais, As-tu déjà participé à des conversations de ce genre? Je sais qu'il a déjà fait ce genre de propositions aux administrations précédentes. En as-tu déjà fait partie? Et étais-tu surpris qu'il ait réussi à convaincre Trump de faire cela? Eh bien, j'ai participé à plusieurs conversations avec le Premier ministre Netanyahou. À propos de lui qui proposait aux États-Unis de frapper l'Iran. Oui, il voulait que nous frappions. Il est allé voir le président Obama et a fait une présentation demandant une frappe. Le président Obama a refusé. Le président Biden a refusé. Le président Bush a refusé. Le seul président qui a accepté, évidemment, était le président Trump. et c'est vraiment, Larry, ce type était en cage à l'époque des présidents précédents. Obama, Biden, George W. Bush. Mais en ce moment, il est sorti de sa cage. Il fait tout ce qu'il veut. Même avec J.D. Vance. Il a dit que J.D. Vance le tenait informé chaque jour. Informer Kerry? Non, informer Benjamin Netanyahu. Oh, Bibi, ouais. Oui, c'est la réalité de l'administration Trump. Je pense que personne ne peut l'ignorer. Benjamin Netanyahu connaît chaque détail des négociations. Ce qui se passe, de quoi ils vont parler, quel serait l'ordre du jour, dans quelles conditions. Il sait tout. I was told he called him from Pakistan. On m'a dit qu'il l'appelait depuis le Pakistan 6 ou 7 fois par jour pour le tenir informé de la situation. Eh bien, c'est une sacrée façon de mener des négociations, non? Bibi ne peut pas être là, mais Bibi est là à travers le vice-président des États-Unis. The vice president of the United States. Le problème de Donald Trump ne se trouve pas à Washington. Il est en Israël. Oui, Et il sait comment manipuler la situation. Il a tout et bien. Vous savez, regardez Stephen Miller. Regardez Jared Kushner. Makes me think more. Yeah, it makes me think more and more and more. cela me fait de plus en plus penser que Bibi détient un dossier Epstein, un dossier du Mossad sur Trump, probablement aussi sur Melania. L'une des raisons pour lesquelles elle a pris les devants avant que quelque chose ne sorte à son sujet, c'était cette peur. Je pense qu'il a un dossier sur Trump et que ce dossier est accablant. Je ne peux pas expliquer autrement le comportement de Trump. Les milliards de Myriam, je ne pense pas qu'il suffirait à pousser les États-Unis à se suicider, ce qu'ils font, dans une certaine mesure, avec Donald Trump. Je n'y crois pas, mais j'y croirais s'il s'agissait d'un dossier Epstein vraiment scandaleux sur Donald Trump, et peut-être aussi sur sa femme, parce que c'est le genre de personnage qu'est Donald Trump. Ce genre de choses le pousserait à agir, car cela ternit sa réputation, qui est désormais présentée comme celle de Jésus. Oui. His reputation, which is now being depicted as Jesus. Il a également attaqué le pape. Il a dit qu'il n'était pas satisfait de ce dont le pape parle. And attacked him at a time Et il l'a attaqué à un moment où Léo, le premier augustinien, se prépare à se rendre au pays de Saint-Augustin, en Afrique, pour célébrer un peu. Augustin, ou Augustine, comme on veut le dire. C'est inadmissible qu'il ait choisi ce moment-là pour le faire. Inadmissible qu'il l'ait fait tout court. Je veux dire, le pape a parfaitement le droit de dire ce qu'il veut sur le type de tuerie que nous commettons en Iran, ces bombardements indiscriminés, et sur le type de tuerie que Bibi commet au Liban.
Ils tuent des pharmaciens, des pressings, des femmes et des enfants. Il n'y a rien là-dedans qui soit lié au Hezbollah. C'est juste Bibi qui déverse sa colère sur le Liban. Le Liban envoie quelques roquettes. Il ne peut pas tuer ceux qui ont envoyé les roquettes, alors il tue les habitants du pays. Il n'y a aucune chance que ces négociations à Washington, le premier cycle de discussions directes entre le gouvernement libanais et les Israéliens, aboutissent. Le camp libanais a déclaré que la première réunion avait été positive, mais je ne vois pas comment ces négociations peuvent réellement avancer avec Israël, parce qu'Israël ne veut pas se retirer du Liban. Ils veulent y rester. Ils veulent créer une zone tampon au-delà même de la zone qu'ils occupent déjà. C'est là le problème. Je ne vois pas le Hezbollah reculer. Moi non plus. Jusqu'à présent, je pense qu'il y a une impasse, ou que le Hezbollah est légèrement en train de gagner. Si l'on compte le nombre de chars détruits, le nombre de soldats tués, le nombre de victimes en général, je pense que le Hezbollah est en train de gagner, comme en 2006. Et cela rend Netanyahou furieux. Cela le met en colère. Ensuite, il devient encore plus vindicatif et plus toxique dans sa prise de décision. Il a aussi un énorme problème dans son propre pays avec la mobilisation des réservistes, où le taux d'absence non autorisé atteint environ 30%. Il est à court de réservistes et dans une certaine mesure, il perd la capacité de gérer son économie, car ces gens sont mobilisés depuis trop longtemps. Il en rappelle encore davantage, selon certains rapports, et cela signifie qu'ils ne sont pas à leur poste de travail. Et l'économie est déjà ébranlée par les attaques et tout le reste. Je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir sans changement majeur, et je ne vois pas Netanyahou les mettre en œuvre. Donc je dois dire que soit quelqu'un va tirer sur Netanyahou, il y a une forte possibilité que ça se retourne contre lui, comme ce qui est arrivé à Rabin, par exemple, et qu'un colon puisse lui tirer dessus. Maintenant, il est bien protégé, d'après ce que je comprends. En fait, quelqu'un m'a demandé ce matin pourquoi on voit parfois d'autres dirigeants, iraniens, libanais, etc., se montrer de temps en temps, alors qu'on ne voit jamais Netanyahou faire cela. Est-ce qu'il est un grand lâche? Ma réponse a été oui, il l'est. Il accorde plus de valeur à sa propre vie qu'à celle de l'État d'Israël. Point final. Alors, comment peut-on être plus lâche que ça? Deux problèmes majeurs dans les négociations. Larry, l'un concerne le taux d'enrichissement de l'uranium et l'autre le programme nucléaire de l'Iran. Il semble que le principal désaccord entre les deux parties reposait sur ces deux questions. Mais ont-ils seulement parlé des autres questions? D'après mes informations, ils se sont contentés de traiter les autres de manière assez désinvolte, ces deux sujets ayant dominé la discussion. Ont-ils seulement parlé de questions comme la levée des sanctions, primaires et secondaires, des réparations, des choses de ce genre? On n'en est pas arrivé là. Oui, c'est le compte-rendu que j'ai reçu. Ces points doivent être importants pour les Iraniens, et pourtant nous n'en avons même pas parlé. Je veux dire, nous sommes tellement concentrés sur ces deux questions que nous ne pouvons pas aborder les autres. Alors, comment peut-on s'attendre à ce que les négociations aboutissent? Je suis désolé. Allez-y. J'ai dit que je voulais que vous parliez. Non. Ils ont commencé, Larry. Il semble que les négociations aient débuté au sujet du détroit d'Ormuz. Et Donald Trump a dit « Je veux en faire partie. Je veux gagner de l'argent grâce au détroit d'Ormuz. » Alors va voir les Omanais et demande-leur de t'accorder une part. D'accord. Ils ont dit
Ce n'est pas le golfe du Mexique que tu essaies de réparer. Voulait-il le Roem et le golfe américain? Il a dit, je veux l'appeler le détroit de Trump. Le détroit de Trump. SOT. Je pense que le problème avec les négociations, avec les discussions, c'est qu'il y a une sorte d'impasse. Je ne vois aucune volonté de la part de l'administration Trump d'y remédier, car il faut être préparé. Si l'on est sérieux à propos des négociations, il faut les aborder de la bonne manière. J'ai vu l'équipe iranienne, la délégation iranienne, se rendre à Islamabad. Je n'ai jamais vu un effort aussi complet. Ils avaient tous les aspects des négociations, économiques, politiques, juridiques. Tout était prêt pour négocier. Mais cela, on ne l'a pas vu. Je ne l'ai pas vu, de la part de J.D. Vance et des négociateurs de Washington. Nous n'avons pas du tout envoyé ce genre d'équipe, ni en Ukraine, ni dans un autre pays, ni dans une zone disputée, ou un endroit où nous avons un problème. Nous n'envoyons pas d'équipe. Nous n'en avons pas envoyé une à Poutine. Nous n'en avons pas envoyé une à Lavrov. Marco Rubio n'en a pas emmené une à Riyad. Nous n'envoyons pas de groupe de travail ni d'équipe capable de gérer les détails de la diplomatie. Cette vieille expression, « le diable se cache dans les détails », est doublement vraie pour la diplomatie. Tout est dans les détails. Quand on conclut des traités, quand on fait quoi que ce soit de ce genre, mais surtout en diplomatie en général. C'est très, très détaillé. Et il faut des groupes de travail. Il devrait y avoir un groupe de travail pour chacun des points à l'ordre du jour. Au moins un groupe rempli d'experts sur la question, comme les sanctions, comme la levée des sanctions primaires et secondaires. Nous ne faisons pas cela. Nous envoyons juste 2 ou 3 types incompétents qui sont finalement investis du pouvoir du président des États-Unis. Et ce pouvoir, c'est soit vous faites à notre manière, soit nous vous écrasons. Voilà notre idée de la diplomatie. Comme le dossier du programme nucléaire est très complexe sur le plan technique, il faut des personnes capables d'expliquer les choses, car le décideur entendra les équipes techniques. Que signifie ceci? Que signifie cela? Et comment peut-on gérer cela? Ensuite, il parvient à une sorte de solution. Nous n'avons pas vu cela. Les équipes que nous emmenions en Union soviétique, NIMA, remplissaient souvent 2 ou 3 avions. Vous savez, lorsque nous travaillions sur un traité comme le traité ABM, le traité SALT ou le traité INF, Reykjavik, quand nous sommes allés à Reykjavik, c'était probablement une équipe réduite, si l'on peut dire, parce que le président était du voyage. Ce n'était pas réduit en ce qui concerne le président, mais plutôt en ce qui concerne les questions qui allaient être abordées. Néanmoins, une équipe assez importante est partie. Parfois, il y avait plusieurs avions pleins de personnes. Nous n'envoyons plus personne, à part Wyckoff et Kushner, peut-être 1 ou 2 autres personnes. Cette fois, nous avons envoyé le vice-président, qui faisait constamment rapport à Bibi, comme vous l'avez dit. D'après le compte-rendu que j'en ai eu, on aurait presque dit qu'il était davantage en contact avec Bibi sur les questions et discussions sérieuses qu'avec les personnes assises en face de lui. Larry, comment la Chine perçoit-elle le blocus? Parce que nous avons entendu le ministère chinois de la Défense dire « Nous allons faire entrer et sortir nos pétroliers et personne ne peut rien y faire. » N'est-ce pas? Je pense que vous allez voir Xi Jinping de plus en plus enclin non pas à prendre des risques, car ils n'en prennent plus vraiment, mais à tenir tête à l'Empire. Parce que l'Empire est complètement, disons-le ainsi, j'allais dire qu'il a perdu la tête, mais il a perdu la tête en ce qui concerne ce qu'il fait, et que la Chine peut interpréter comme étant indirectement, voire directement, dirigé contre elle. Pas en Iran, mais en Chine.
Et l'un des exemples les plus ostentatoires de cela est le bombardement par Israël et les États-Unis de cette voie ferrée, celle qui devait, je crois, prendre environ 25 heures pour ce trajet. Celles qui passent par le centre prennent 16 heures. Réfléchissez-y une minute. Des ports du Pacifique en Chine. Au lieu de 2 jours et demi ou 3 jours pour acheminer leur commerce jusqu'au cœur de l'Europe, cela prend 16 heures. C'est un sacré changement. C'est un bouleversement mondial, un changement de paradigme. Et celui-là, je crois avoir vu qu'il fallait 25 heures depuis les ports du Pacifique jusqu'à Bandar Abbas ou Chabahar, quel que soit le terminus. Ensuite, il devait remonter le golfe Persique et pénétrer au cœur de l'Europe par le ventre mou. Il bombarde cela. Bien sûr, cela ne change pas grand-chose quand on bombarde des voies ferrées, car comme les Allemands, les Japonais et tous les autres l'ont montré pendant la Seconde Guerre mondiale, on reconstruit les chemins de fer assez vite. Mais c'est directement dirigé contre la Chine. Directement contre la Chine. Il n'y a aucune confusion possible dans l'esprit de Xi Jinping, de Wang Yi ou de quiconque en Chine. C'est bien à cela que cela s'adresse. Et dans une certaine mesure, tout ce conflit, s'il a une quelconque logique stratégique, concerne la Chine. Que ce soit simplement parce que la Chine est amie avec l'Iran, ou plus largement parce qu'elle utilise cette voie ferrée et qu'elle menace le commerce maritime. Imaginez cela. Plus besoin du Bab el-Mandeb, ni du détroit d'Ormuz, puisque tout passerait par voie terrestre ou par des oléoducs. Or through pipelines.